Bienvenue sur le plateau de Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, je reçois Marion Fléché pour son ouvrage « Le monde des startups ». C'est publié aux presses de Sciences Po. Marion, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à faire des startups un objet d'étude ? C'est une bonne question. Alors au moment où je m'intéresse à ces entreprises, on est en 2016. C'est un contexte un contexte économique particulier où les startups de type Uber, Airbnb commencent à vraiment bien s'implanter dans le monde économique, notamment dans la scène parisienne. Et puis, alors de fait, dans le monde académique, on voit apparaître un certain nombre de travaux qui s'intéressent aux plateformes numériques, mais plutôt du point de vue des travailleurs et travailleuses de plateforme. Donc, ces personnes qui, en bout de chaîne, en fait, voient leurs conditions d'emploi, leurs conditions de travail se faire précariser par ce type d'entreprise. Mais il n'y avait pas encore de travaux vraiment sur les créatrices de ces entreprises-là. Et puis, au même moment où je m'intéresse à ces entreprises, Emmanuel Macron entre en campagne, sa première campagne présidentielle, avec ce projet de faire de la France une Startup Nation. De fait, alors, j'ai cherché à comprendre de quoi la startup était le nom et puis quelles étaient les raisons de cet engouement politique, médiatique pour ces entreprises. Alors, le terme de start-up, il est omniprésent, mais tu montres que ça reste très flou. Est-ce que tu pourrais d'abord nous le définir et nous parler de cette indétermination en termes de définition ? Alors, c'était effectivement toute la difficulté de cette recherche, c'était que je voulais tenter de comprendre qu'est-ce que c'était que ce modèle d'entreprise, porter un regard sociologique sur ces entreprises, mais en même temps, il y avait une difficulté, c'est que la start-up, ça ne renvoie pas à un statut juridique d'entreprise. Les start-up peuvent être créées sous différents statuts comme une société, SAS, SASU ou auto-entreprise, mais ça ne correspond pas à une catégorie juridique. Et puis, ce n'est pas non plus une catégorie statistique, puisque le principe d'une start-up, c'est de commencer petit pour éventuellement connaître une forte croissance, donc on ne peut pas les classer avec la classification par taille de type TPE, PME. Donc c'était assez compliqué à saisir, et d'autant plus que sur le terrain, quand j'allais à la rencontre de ces acteurs, de ces actrices qui se revendiquaient de ce modèle, il n'y avait pas vraiment de définition consensuelle. Donc moi, c'est vraiment au terme de mon travail que j'ai proposé de caractériser ce qu'on pourrait ranger sous la catégorie de start-up comme un modèle d'entreprise qui se distingue par 3 éléments. Un modèle économique singulier, ces entreprises ne recherchant pas la rentabilité, mais la croissance rapide et importante. Et de fait, ce sont des entreprises qui se financent par levée de fonds sur un modèle spéculatif auprès d'investisseurs privés, donc qu'on appelle capital risque, des fonds de capital risque. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un modèle d'entreprise qui renvoie à un modèle d'organisation, un modèle managérial singulier qui met l'accent sur le bien-être des travailleurs, leur épanouissement personnel, leur responsabilité et leur autonomie. Et tout ça crée des conditions de leur auto-engagement au travail. Et puis, un modèle idéologique qui repose sur la croyance dans le marché comme meilleur allocateur des ressources et vecteur de progrès social et économique, et dans l'idéologie entrepreneuriale qui repose sur la croyance dans le mérite et le succès individuel. On va revenir sur ces différents éléments, mais tu insistes beaucoup pour dire qu'il n'y a pas une start-up, mais il y a un monde de start-up, donc d'où le titre de l'ouvrage. Qu'est-ce que cette perspective, elle permet de comprendre sur cet univers ? Effectivement, c'est un petit pas de côté que je fais, c'est que, étant donné que c'était un modèle très compliqué à saisir parce que pas de définition consensuelle autour de ce modèle, j'ai cherché à étudier cette réalité sociale et économique sans essentialiser ses contours a priori. Je voulais vraiment avoir une démarche très inductive, comme on dit, donc partir du terrain, partir de celles et ceux qui se reconnaissent comme relevant de ce modèle d'entreprise, qui s'identifient comme tels et qui sont identifiés aussi par des acteurs institutionnels qui sont spécialisés dans l'accompagnement ou le financement de ces entreprises. Et donc cette démarche-là, de me déplacer, de ne pas fixer moi a priori ces frontières de la start-up, c'est en fait une démarche qui est assez similaire à celle qu'a eu Howard Baker quand il étudiait les mondes de l'art, quand il s'interrogeait sur qu'est-ce qui, au nom de quoi une production peut être qualifiée d'œuvre d'art. Eh bien, c'était le même pas de côté qu'il faisait. Il parle plus d'art, mais de monde de l'art pour justement insister sur le maillage institutionnel qui contribue à faire exister l'art en tant que monde et donc les startups en tant que monde. Donc moi, je m'intéresse vraiment aux logiques d'étiquetage qui président qui permettent de qualifier une entreprise comme une startup
start-up, aux critères sur lesquels les institutions s'appuient pour justement dire qu'une entreprise est ou n'est pas une start-up, et puis, ou en tout cas même les entrepreneurs eux-mêmes. Et puis voilà, insister aussi sur ce maillage institutionnel qui entoure ces créateurs d'entreprises. Alors, il y a un extrait qui m'a particulièrement frappé dans l'ouvrage, je le lis. Si les récits médiatiques et biographiques des success stories de la Silicon Valley ont tendance à dépeindre l'entrepreneur comme un génie visionnaire qui serait capable, grâce à ses qualités exceptionnelles, de détecter des opportunités de marché là où les autres ne le verraient pas, l'héroïsation de la figure de l'entrepreneur innovateur tient pour partie à l'occultation des conditions socio-économiques qui rendent possible l'activité d'innovation. Or, un regard socio-historique porté sur les logiques d'émergence des innovations technologiques permet de mettre en évidence le rôle majeur des institutions publiques, étatiques et juridiques qui ont activement soutenu par les fonds, des bourses, des subventions publiques, des brevets et des dispositifs d'aide à la création, l'activité de ces entreprises innovantes. Pourquoi est-ce qu'il était important, selon toi, de déconstruire cette figure héroïque de l'entrepreneur ? Bien, voilà, il y a, comme pour d'autres objets, l'objet start-up est quand même sujet à de nombreuses représentations, de nombreuses mythifications. On a en tête le mythe du self-made man qui créerait seul sa start-up depuis son garage, et vraiment l'entrepreneur de start-up est particulièrement sujet à cette forme d'héroïsation. On a l'impression que les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg ont inventé leur application, ou leur concept tout seul, et ont fait fortune comme ça en partant de rien. Et c'était vraiment ce récit-là que je voulais interroger, qui me semblait réactiver des récits assez anciens sur aussi l'entrepreneur qui dominait dans les années 30 aux États-Unis, et qui ont alors alimenté cet American Dream à l'époque. Donc moi, j'ai vraiment voulu réinscrire cette figure de l'entrepreneur de start-up et aussi son activité dans justement le monde, c'est-à-dire le maillage institutionnel qui l'entoure et qui sous-tend cette activité. Et on peut parler des institutions publiques, mais aussi des acteurs privés comme les fonds de capital risque qui investissent massivement, qui sont les actionnaires de ces entreprises et qui sont les grands gagnants de ce modèle économique. Et au bout de la chaîne, on peut parler aussi de tous les travailleurs, travailleuses qui participent activement à cet effort collectif, parce que toutes les personnes qui ont mis un pied dans le monde des startups pourraient souligner ça, c'est qu'en fait c'est une aventure collective. Donc c'est assez paradoxal ce mythe du self-made man qui perdure, et puis en même temps le caractère éminemment collectif de ces entreprises. Donc c'était vraiment là-dessus que je voulais insister aussi, resocialiser en fait cette activité économique. Alors tu parlais à l'instant des investisseurs privés, et tu nous as dit un peu plus tôt dans l'entretien que la question c'était la croissance finalement plus que les bénéfices. On a su il y a quelques jours que Back Market, je crois, a dégagé ses premiers bénéfices. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce modèle, comment marche une start-up au cours de son existence? Oui, c'est ça, c'est très codifié et il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc contrairement à une entreprise classique qui doit, pour se financer, alors soit générer un chiffre d'affaires et puis se financer comme ça de manière assez organique, on dirait, soit s'adresser à des banques pour obtenir un emprunt, un prêt bancaire, et puis avec ça financer l'amorçage de l'activité. Mais en tout cas avec un même objectif, c'est être rentable à terme, donc rembourser les emprunts et puis vivre de son chiffre d'affaires. La start-up fonctionne très différemment. Il s'agit avant tout de viser la croissance, donc on va aller s'adresser à des acteurs publics ou privés pour obtenir des financements qui vont permettre le financement de l'activité. Donc on n'a pas forcément besoin de générer du profit ou un chiffre d'affaires important au démarrage pour obtenir ces financements-là. C'est un pari. C'est un pari sur l'avenir, sur le potentiel du projet, et ça c'est très important parce que c'est ce mécanisme spéculatif qui est à l'origine des croissances assez exponentielles des startups, mais aussi des bulles qui parfois peuvent les entourer, des échecs que connaissent la plupart de ces entreprises. Pour donner un chiffre, dans ce monde-là, on dit que 90% des startups finiraient par échouer. Donc ça veut dire que du point de vue des investisseurs, sur 10 entreprises qu'ils financent, le succès de l'une va compenser l'échec des 9 autres. Enfin, c'est vraiment un pari. On mise sur le bon cheval, et c'est un peu ça, c'est un peu cette idée. Et donc, de fait, donc il y a 3 types de sorties possibles pour les startups. Soit l'entrée en bourse, donc puisque c'est un modèle
qui est fondée sur des formes de prise de participation au capital. L'entrée en bourse peut permettre à ces entreprises de devenir publiques et donc de vendre des parts d'actions à des prix assez importants. C'est comme ça que la plupart des ingénieurs de Google sont devenus millionnaires, milliardaires dans la Silicon Valley dans les années 2000. Et alors l'autre option, c'est parce que maintenant il y a de moins en moins d'entrées en bourse, c'est de plus en plus le rachat par d'autres entreprises qui va être recherché. Donc c'est-à-dire que une fois atteint un certain stade, l'entreprise peut espérer être achetée soit par un grand groupe, alors en France c'est plutôt ça, soit par un géant de la tech qui, de cette façon-là, va racheter l'innovation, les brevets, l'équipe aussi d'ingénieurs qui travaillent dans ces entreprises. La troisième issue, c'est quand ça ne marche pas trop. Donc soit on abandonne le projet, soit on fait une décroissance, soit on vise une rentabilité. Et donc ça, c'est plutôt une situation d'échec. Donc voilà, c'est un peu les perspectives qui s'offrent aux créateurs et créatrices de start-up, mais l'idée, c'est en fait de revendre les parts du capital contre une somme d'argent. Alors, on s'est beaucoup intéressé à la France jusqu'à maintenant, mais tu l'as évoqué, il y a l'exemple américain. Tu parles beaucoup des États-Unis dans ce travail, et notamment du fait que l'innovation, elle est loin d'être le fait d'individus comme Steve Jobs, Bill Gates. Quel rôle jouent les institutions publiques, les dispositifs juridiques et les dispositifs de financement des États dans l'émergence des startups, d'abord aux États-Unis? Oui, dans le livre, j'ai vraiment essayé de comprendre un peu d'où venait ce modèle d'entreprise. Alors, j'essaie de faire une socio-histoire de ce modèle en faisant l'hypothèse que c'est pas au moment où le terme est apparu dans la presse économique, donc soit dans les années 70, un journaliste qui utilise le terme start-up pour la première fois, c'est pas à cette date-là qu'est apparu le modèle des start-up. Qu'en fait, on peut trouver des origines à ce modèle-là bien en amont et que s'il a eu cette nécessité de nommer avec une autre étiquette ce modèle, c'est bien qu'il y avait quelque chose de singulier qui s'était produit pendant de nombreuses années. Donc moi, j'ai essayé de relire les travaux d'historiens, d'historiennes spécialisés dans la Silicon Valley pour comprendre un peu d'où venait ce modèle d'entreprise. Et leurs travaux permettent de déceler un modèle d'entreprise, alors celui d'entreprise technologique qui peu à peu se sont créés sous la forme de spin-off, donc de sociétés filles d'abord, de grandes sociétés technologiques comme IBM, etc. Donc des petites entreprises dans le semi-conducteur qui ont émergé, qui ont été créées par une équipe d'ingénieurs. Et en fait, ces entreprises-là, qui se sont développées dans la Silicon Valley, donc sur la côte ouest des États-Unis, a bénéficié d'un soutien de l'État massif. Ce soutien, c'est d'abord un soutien financier, donc par subvention publique, fonds venant de l'État fédéral qui ont financé des programmes à Stanford, mais aussi le financement de ces entreprises au démarrage. Mais ça a été aussi un soutien juridique par la mise en place de brevets qui ont permis de sécuriser ces innovations et de rendre très riche la plupart de ces innovateurs pendant très longtemps et de protéger ces innovations sur le marché. Et enfin, ça a été un soutien par les débouchés qu'a représenté l'armée, notamment pendant toute la période de la guerre froide. Ça, c'est pas moi qui le montre, c'est d'autres auteurs qui ont vraiment fait cette histoire de la Silicon Valley et qui montrent très bien comment la guerre a été un débouché pour cette entreprise du semi-conducteur qui en fait produisait des toutes petites pièces qui ont été très utiles pour les radars, toutes ces technologies de guerre en fait qui dans les années 50-70 ont vraiment été massivement investies par l'armée. Est-ce que c'est pas le cas encore aujourd'hui avec les conflits qu'on voit? Est-ce qu'il n'y a pas un élan de nouvelles startups qui misent sur l'armement? Absolument, mais là, il y a les travaux d'Arnaud Saint-Martin qui parlent vraiment très bien de ce phénomène-là, de la conquête de l'espace, etc., sur ce modèle un peu de la start-up. Et puis, on le voit avec Elon Musk aussi, qui a ce projet maintenant d'aller de ce côté-là. Donc, effectivement, ça reste toujours un entrelacement du fédéral, même là-bas, du fédéral, du public, de l'armée, avec ce monde économique, technologique, en fait. Et qu'est-ce qui diffère en France, du coup, parce qu'on a parlé de l'exemple américain? Déjà, ça s'est passé bien plus tard. Aux États-Unis, moi, je fais remonter les prémices des startups aux années 30-40. Donc, et leur essor avec l'institutionnalisation de l'industrie du capital risque autour des années 50. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 80 ans que ce marché s'est vraiment développé. On est sur une forte industrie très implantée, des personnes qui sont vraiment devenues expertes, etc. En France, c'est arrivé bien plus tard. Il y a eu une première vague autour de la bulle Internet dans les années 2000 qui, en fait, s'est effondrée, a éclaté en 2002 et donc le marché des startups s'est effondré à ce moment-là en France. C'est à partir des années 2010 qu'on voit réapparaître ce modèle
soutenus par la puissance publique. Alors là, c'était plutôt à travers des mesures d'incitation à la création d'entreprises innovantes et au financement d'entreprises innovantes. Donc des formes d'exonération fiscale, patronale, de réduction de cotisations, sur tout un tas de domaines comme ça sur les entreprises innovantes. Donc pour promouvoir la création de ces entreprises d'un côté, et puis on a eu aussi, on a tout un État qui subventionne très activement ces entreprises par la création en 2013 de la Banque publique d'investissement, la BPI France. En 2023, c'était plus de 60 milliards d'euros investis dans les startups en France. Donc c'est quand même, voilà, l'argent public est quand même massivement investi dans ce domaine-là en France. Et puis le troisième pilier de ce soutien public aux startups, il réside dans l'État social. Ce qui est un peu paradoxal, on pourra éventuellement y revenir, hein, puisque les créateurs et créatrices de start-up se font très critiques de l'État, qui serait voilà trop lourd, qui pèserait sur les trajectoires des entrepreneurs, coûterait trop cher. Mais en réalité, ils bénéficient du filet de sécurité adossé au salariat, puisque une très grande partie d'entre eux sont d'anciens cadres salariés qui négocient avec leur ancien employeur une rupture conventionnelle, ce qui leur permet de toucher l'allocation chômage pendant 2 ans, indexée à leur salaire de cadre, et c'est comme ça qu'ils sécurisent pour la grande majorité leur transition, enfin leur bifurcation professionnelle vers l'entrepreneuriat. Et de fait, je montre dans cette enquête que ils sont très attachés aux avantages du salariat, à la mensualisation de leur salaire, à leur rattachement au régime général de la sécurité sociale, leur droit au chômage et leur cotisation pour leur retraite. Et donc, ils sont aussi, c'est un modèle entrepreneurial très adossé au modèle salarial en France. Donc, l'État, la puissance publique est aussi visible à cet endroit. Alors, on associe souvent les startups à des modèles d'organisation qui sont plus libres, de fait plus créatives, mais aussi plus horizontales. Qu'est-ce que toi, tu as observé dans ton enquête? Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si on s'intéresse aux conditions réelles de travail et des rapports de pouvoir, qu'est-ce qu'on constate? Oui, c'était vraiment une des questions que j'avais en sociologue du travail aussi, de confronter un peu ces promesses du modèle à la réalité. Et de fait, une de mes questions, c'était est-ce que c'est une rupture proclamée, seulement rhétorique, ou est-ce qu'on voit vraiment des choses différentes dans l'organisation du travail? Et de fait, voilà, je peux pas nier le fait qu'il y a quand même un certain nombre de dispositifs managériaux qui sont mis en œuvre pour abaisser les niveaux hiérarchiques, pour donner un sentiment de plus grande horizontalité au travail. Ça va passer par l'accent mis sur le collectif, donc qu'on crée par des processus de recrutement qui visent à favoriser la bonne entente des équipes, leur proximité sociale, générationnelle. Donc ça vient un petit peu atténuer les marqueurs hiérarchiques. Ça passe aussi par des politiques d'entreprise qui mettent l'accent sur le collectif, donc animer des fêtes, des soirées, etc. Et ça, c'est vraiment pas anecdotique dans le modèle des startups, c'est vraiment central. C'est des millions d'euros du budget de l'entreprise qui sont alloués à l'animation des équipes. Et puis, ça passe aussi par des modes de management par projet, donc les fameuses méthodes agiles qui diluent aussi les niveaux hiérarchiques. Donc tout ça, ça contribue à quand même créer un cadre de travail qui, a priori, est beaucoup plus horizontal. En réalité, ce que je montre, c'est que le contrôle n'a pas disparu. Il a juste changé de forme. Donc, il est plus vertical, hiérarchique aussi, à passer par des processus bureaucratiques aussi marqués que dans les grandes entreprises. Mais il va passer par des formes plus insidieuses. Donc, des formes de contrôle social par les pairs. Ça, c'est permis par les open space, l'observation mutuelle, mais aussi par tous ces moments de collectif, où on s'observe, on se sanctionne dans nos comportements, dans notre manière d'agir et dans notre rapport au travail. Et puis, par l'autocontrôle surtout, puisque ce sont beaucoup de dispositifs qui en responsabilisant les salariés, créer les conditions de leur auto-engagement volontaire au travail. Alors, ton enquête, elle met en lumière quand même de fortes inégalités sociales et de genre dans l'accès à ce monde. Qu'est-ce que le modèle des startups révèle selon toi des mécanismes contemporains de sélection ou d'exclusion dans la sphère professionnelle ? Oui, c'est ça. J'ai essayé de documenter ces inégalités à la fois dans la sphère entrepreneuriale, mais aussi dans ces organisations où, en fait, par exemple, avec la croissance, on voit que les grands gagnants sont plutôt les métiers de la tech qui sont très masculins et qui voient, au fil des levées de fonds, leur salaire augmenter, leurs conditions d'emploi s'améliorer, etc., pour les retenir. Tandis que les métiers plus féminisés, dits du support, donc les ressources humaines, les services clients, voient leur salaire plutôt stagner, voire leur
leur fonction être externalisée et déléguée à des centres d'appel dans d'autres pays. Donc il y a déjà cette segmentation professionnelle assez forte qui est créée et renforcée par le modèle de la start-up. Et puis ça se voit aussi dans la sphère entrepreneuriale. Alors pour le coup, les inégalités de genre dans l'accès à ce monde recoupent en fait pas mal de mécanismes qu'on observe dans le monde du travail, dans les chances d'accès des femmes aux sphères dirigeantes. En réalité, voilà, il y a à la fois le coût des représentations et des dispositions qui les encouragent moins à aller à se sentir légitimes, à aller là-bas dans ce genre de spécialités et d'univers professionnels. Mais il y a aussi des normes professionnelles particulièrement discriminantes. On retrouve le poids de la disponibilité temporelle, la capacité à pouvoir travailler énormément, notamment en soirée, les week-ends, puisque c'est dans le modèle de la start-up, il faut faire du réseau souvent en soirée après le travail. Et puis, c'est surtout au niveau des levées de fonds que se cristallisent les inégalités de genre dans le monde des startups, puisqu'on voit que même lorsqu'elles ont passé ces épreuves-là et qu'elles sont quand même et qu'elles créent des startups, elles font face à des discriminations assez fortes dans l'accès au financement. Et là, on peut y voir des mécanismes d'homophilie entre des investisseurs qui sont en grande majorité des hommes, des hommes blancs de classe supérieure issus du milieu des affaires et qui ont tendance à favoriser des personnes qui leur ressemblent. Et les femmes rencontrées font tout état aussi d'un mépris de la part des investisseurs dans leur capacité à tenir sur le long terme, à articuler cette activité avec leur engagement familial, question qui n'est jamais posée aux hommes, bien sûr. Et puis, à aussi voir les secteurs dans lesquels elles créent des entreprises disqualifiés, puisque ce seraient des marchés de femmes et les investisseurs ont tendance à ne pas voir les opportunités de marché dans ces secteurs-là. Donc, elles font face à de grandes inégalités et surtout à un stigmate sexiste assez fort qui pèse sur leur perspective à leur perspective de réussite. Tu parles beaucoup du rôle central du langage, des codes. On l'a un peu évoqué, mais en quoi est-ce que cette novlangue-là des startups, elle participe à la cohésion de ce monde, mais aussi à la mise à distance de ceux qui ne maîtrisent pas ces codes? Oui, ça fait partie des enjeux de l'utilisation de ce mot monde, puisque en fait, à travers la notion de monde, on a aussi la notion de convention, c'est-à-dire qu'est-ce qui unifie ce monde économique et qu'est-ce qui l'autonomise des autres mondes de l'entreprise. Et pour le coup, j'étais assez convaincue de la pertinence de ce terme, puisque quand on parle de start-up, on a aussi tout un imaginaire dans les façons de se tenir, de se comporter, de parler. On peut penser à la novlangue managériale, l'usage d'anglicismes, mais aussi à l'exercice du pitch, où il s'agit de se présenter, de convaincre des investisseurs de son projet sur un temps très court, très ramassé. C'est extrêmement codifié. Et de fait, ce que je montre aussi dans le livre, c'est que la maîtrise de ces codes, elle est à la fois essentielle pour pouvoir en être dans la course. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment se présenter, il faut connaître les codes qui président à l'exercice du pitch, mais il faut aussi savoir, par exemple, que on ne va pas voir un investisseur privé avant d'être passé par la case de la BPI France. Toutes les étapes de financement sont extrêmement codifiées. Et les lieux où s'échangent ces informations, ces conseils qui sont absolument essentiels, eh bien, ce sont des lieux sélectifs. Tout le monde ne peut pas y rentrer, et notamment, j'avais mené une enquête sur les fondateurs, fondatrices de start-up plutôt en banlieue parisienne, dans des quartiers défavorisés, qui eux soulèvent le fait que quand ils essaient d'accéder aux arènes parisiennes où s'échangent toutes ces ressources, les ressources qui comptent, les ressources pertinentes, eh bien ils se sentent mis à l'écart. Alors par un stigmate de classe, ils disent ne pas avoir les codes, ne pas être passé par les bonnes écoles et ne pas en être, mais aussi un stigmate racial. Ils et elles font souvent état d'un racisme ordinaire dans ces interactions-là, où ils sont bien portés avec eux, les stigmates de ce qu'ils appellent les stigmates de la banlieue, le fait d'avoir, il y en a qui me dit qu'avoir un accent de banlieusard et que ça le stigmatise énormément. Donc c'est aussi, en fait, ils sont aussi privés de ces échanges de ressources qui sont vraiment majeurs dans les perspectives de réussite des projets. Tu montres aussi qu'il y a un décalage très fort entre les promesses qui sont portées par la Startup Nation et les réalités observées sur le terrain. Qu'est-ce qui dit ce décalage de notre rapport collectif au progrès et à l'innovation ? Oui, c'est une très bonne question. C'était un peu tout l'enjeu de ce travail que de soulever ce paradoxe en fait entre à la fois des représentations qui perdurent et puis une réalité qui est quand même bien éloignée.
Et on peut se demander pourquoi, en fait, ces représentations perdurent. Alors, de fait, si elles sont fortes, c'est qu'elles sont soutenues par des politiques publiques qui mettent l'accent sur l'entrepreneuriat et l'innovation comme moteur de progrès social et économique. Il y a vraiment des politiques publiques, et c'est ce que j'essaie de montrer, qui promeuvent ce modèle d'entreprise et ce modèle de société plus largement. On a aussi des discours médiatiques qui vantent les mérites de ces entrepreneurs, qui voilà font état de ces success stories de la Silicon Valley, montrent combien ces personnes sont exceptionnelles. Et en fait, ces discours-là alimentent vraiment une vision du monde. C'est aussi une vision idéologique. C'est pour ça que je dis que le modèle des startups, c'est aussi un modèle idéologique. Et c'est un modèle qui repose sur la croyance dans le marché comme meilleur allocateur des ressources. Et donc, de fait, un État ça va avec une vision néolibérale d'un État qui doit être au service des marchés. Donc, c'est bien loin d'être un État qui ne ferait rien. C'est un État qui sert les intérêts du marché au nom du progrès économique et social. Et puis, on a aussi une vision méritocratique de la société, selon l'idée qu'il suffirait d'un peu de travail et d'effort pour connaître le succès. Et de fait, l'envers de cette de cette fiction, c'est de dire que toutes celles et ceux qui n'ont pas connu succès ne l'ont pas mérité. Et donc, c'est quand même des piliers assez importants dans nos sociétés actuelles qui permettent de justifier les places de chacun avec ce grand principe de la responsabilité individuelle. Donc, à mon sens, ça en est vraiment, la start-up est vraiment l'outil peut-être le plus abouti de l'ère néolibérale, puisque il vient sacraliser les inégalités à l'œuvre, tant dans l'accès à ce monde qui est pourtant très élitiste que dans les chances de succès en son sein. C'est une tradition sur Période d'essai. Est-ce que tu peux nous conseiller 3 ouvrages pour celles et ceux qui veulent prolonger la réflexion? Oui, alors il y a l'ouvrage de ma directrice de thèse, Sophie Bernard, qui porte sur les chauffeurs et les chauffeuses, plutôt les chauffeurs Uber, s'appelle Uberisé, et qui vraiment nous montre ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne, de fait, celles et ceux qui travaillent pour les plateformes numériques. Je m'appuie aussi beaucoup dans ce livre sur un travail que j'aime beaucoup, qui est celui de Olivia Chambard, son ouvrage Business Model, qui elle a travaillé sur les politiques éducatives et les formations à l'entrepreneuriat qui se sont diffusées depuis les années 2000 et qui font aussi qu'il y a autant de personnes qui souhaitent créer des startups et se lancer dans cette carrière-là. Les seniors notamment, je crois que de plus en plus de seniors veulent se tourner vers l'entrepreneuriat en tout cas. Alors elle s'intéresse plutôt aux jeunes diplômés, mais de fait c'est peut-être aussi cet effet, cette diffusion de ces politiques publiques qui clairement mettent l'accent sur la promotion de l'esprit d'entreprise. Et puis, un autre ouvrage intéressant, s'appelle Gouverner par l'emploi. C'est un ouvrage de François Sarfati et Camille Dupuis qui, pour le coup, s'intéresse aux écoles de code, d'informatique, et qui propose de résoudre le problème du manque de personnes, de personnel dans les métiers de la tech par des écoles de code créées notamment par Xavier Niel, sur un modèle gratuit, et donc qui mettent un peu en énigme ce modèle-là éducatif alternatif. Marion, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Le monde des startups par la sociologue Marion Fléché, c'est disponible aux presses de Sciences Po. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.